Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir dans l'émission La parole au peuple. Ce soir, c'est une émission qui va être un petit peu spéciale dans la mesure où on sera une émission en deux parties. La première partie, on va vous parler bien sûr des assemblées citoyennes, on va vous parler de la possibilité d'aller récupérer des mairies partout en France. Et pour cela, donc, nous allons avoir des invités, notamment deux femmes qui ont décidé, Sylvie Bonaldi qui a décidé de se battre pour aller récupérer la mairie de Nice, et puis une autre jeune femme, Julie, qui habite à Bretignolles-sur-Mer, qui elle aussi s'engage à créer des assemblées citoyennes. Vous savez que chaque semaine, on se bat pour essayer de faire passer un message qui va vous permettre à chaque Français de comprendre que la lutte, aujourd'hui, elle va venir de la part des personnes qui vont se battre pour développer une assemblée citoyenne dans les communes. Tony Curcio, qui vient d'arriver aussi sur le plateau, va développer une assemblée citoyenne sur Lyon. Et en fait, ce que nous voulons aussi ce soir, c'est nous allons accueillir le général de brigade André Coustou, et on voudrait rendre un hommage à cet homme parce que, en fait, on est témoin aujourd'hui d'une décision, nous les Français, nous sommes témoins d'une décision qui est absolument anormale, qui ébranle d'ailleurs même les fondements de notre République, parce que le général de brigade, André Coustou, effectivement, a été attaqué, a été radié des cadres de l'armée pour avoir tout simplement exprimé dans une tribune, ça a été en avril 2021, ses inquiétudes sur le délitement de notre nation. Et ces officiers qui sont retraités, pour certains, forts de leur expérience et de leur engagement envers la France, ont alerté sur des dérives qui percevaient. Et ils sont bien sûr intervenus pour faire comprendre à nos différents gouvernements qu'il y avait des problèmes avec l'islamisme radical, qu'il y avait des problèmes avec le laxisme de certaines décisions politiques publiques. Et le rappel, en fait, n'était pas une incitation à la rébellion, mais c'était plutôt un cri du cœur. Vous savez, celui qui fait qu'un homme d'armée, quand on est général, eh bien, on a des convictions de défendre sa nation, de défendre sa patrie. Et ces convictions-là, eh bien, ça n'a pas plu. Et ces unités de valeur que donnent ces généraux de notre armée, qui est magnifique, eh bien, le voilà sanctionné pour avoir exercé un devoir de vigilance qui est une attitude normalement de liberté d'expression. Et vous savez souvent on parle du devoir de réserve, mais ça, on va accueillir ce soir aussi Ronald Guillaumont de profession gendarme, et qui va nous parler justement de ce problème-là. Et on recevra d'ailleurs notre général à 21h. Donc, en fait, si vous voulez, le problème que nous avons, c'est que le gouvernement en place essaye de museler toutes les alertes qui sont des alertes légitimes, et nous devons vraiment, tous les Français, soutenir, même en dehors de l'uniforme, ces hommes qui, avec honneur et courage, eh bien, n'ont pas peur de se mettre en avant pour dénoncer cette injustice qui existe en France et les problèmes existentiels dans notre pays. Je voulais aussi vous dire une chose ce soir. Vous savez, je me rends compte des problèmes qui existent actuellement dans notre pays. Et il y en a un qui est absolument incroyable. C'est que, rappelez-vous, il y a quelques semaines encore, notre cher représentant incitait notre pays et nos enfants à aller défendre notre nation en Ukraine. Alors moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est absolument anormal dans notre pays. D'ailleurs, anormal dans tous les pays du monde. Comment se fait-il qu'une femme, qu'un homme, aujourd'hui, dans une famille, on défende nos enfants, on défende les valeurs de la famille? Pourquoi un homme et une femme aujourd'hui se battent tous les jours pour donner à manger, pour préserver l'unité de la famille et pour donner un avenir à nos enfants? C'est ce que nous faisons chaque jour. Chaque Français, chaque Française, vous faites ça. Dites-moi pourquoi, quand il s'agit que notre pays a un problème, c'est-à-dire qu'à savoir que notre pays doit être envahi,
Pourquoi à ce moment-là devons-nous nous battre pour notre pays? Parce que nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers de notre nation et nous voulons la défendre. Donc nous allons nous engager pour aller défendre et donner notre vie pour notre pays. Par contre, pourquoi en temps de paix, cette nation, cette mère patrie, n'agit pas comme une famille pour protéger son peuple? Et pourquoi dans les communes, aujourd'hui, on a des mairies? Pourquoi ces communes n'interviennent pas pour soutenir ses habitants? Je vous propose une chose, de réfléchir au fait que notre pays pourrait et devrait protéger sa nation et devrait protéger sa population en les aidant, en aidant la population à mieux vivre. Parce que c'est pas normal ce qui se passe dans ce pays. Et tout ça parce qu'on a des partis politiques qui, comme des commerces, eh bien, essayent de nous amener à droite, essayent de nous amener à gauche pour favoriser leur commerce. Et en fait, en réalité, quelle différence il y a entre un parti politique aujourd'hui ou un commerce traditionnel? Pour moi, il n'y en a aucun. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ce n'est pas normal qu'un pays ne défende pas sa population, qu'un pays ne protège pas sa population. Ce n'est pas normal. Taxes foncières, on n'a que des taxes, des taxes, des taxes, des taxes. On paye les parcs-mètres, on paye les parkings. Moi, je vous propose une solution demain. C'est que les municipalités deviennent des régies municipales, qu'on puisse gérer l'eau, qu'on puisse gérer l'électricité et que la mairie devienne une organisation économique qui nous donne de l'argent. C'est-à-dire qu'on inverse la tendance. Vous voyez, le peuple de France est obligé de payer des taxes pour le pays et les habitants des communes sont obligés de payer des taxes dans les communes. Je vous propose vraiment que l'on change cela et c'est pour cette raison que nous allons accueillir tout de suite nos invités avec Sylvie Bonaldi, Tony Curcio, Julie, qui sont des personnes, et bien sûr Ronald Guillaumont de Profession Gendarme, qui eux sont tout à fait là pour participer à cette émission. Donc on va tout de suite les accueillir. Alors, merci Ronald d'être avec nous, Profession Gendarme. Oui, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Bernard. Bon, je suis un retraité de la gendarmerie, hein, j'ai 77 ans et je suis le webmaster du site professiongendarme.com qui aujourd'hui peut se targuer de faire en moyenne 10 millions de visiteurs par an. Quand j'ai créé ce site, j'étais loin de penser en arriver là. Quand j'ai créé le site au départ, je voulais défendre la liberté d'expression pour l'ensemble des militaires français, pour les gendarmes, me battre contre les suicides qui sont malheureusement trop nombreux. Et petit à petit, bon, eh bien, il y a eu les gilets jaunes. J'ai pas honte de dire que je suis un gilet jaune convaincu. En novembre 2018, j'ai participé aux manifestations. Et par la suite, il y a eu ce que j'appelle la plandémie, et non pas la pandémie, mais la plandémie. Et eh bien, le public est venu voir mon site et petit à petit, mon lectorat a vraiment grossi. Mais j'ai gardé quand même cet esprit de militaire. Et tout à l'heure, si tu le veux, Bernard, nous parlerons du devoir de réserve, de la situation des militaires et de la France à l'heure actuelle, car je crois qu'on a un gouvernement en ce moment qui est en train de détruire carrément notre pays. Je voudrais rappeler quand même qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, il y avait deux blocs. Il y avait ce qu'on appelait la guerre froide. D'un côté, l'URSS, de l'autre côté, les USA. Et la France se trouvait au milieu et elle avait véritablement un rôle d'arbitre grâce à Charles de Gaulle qui nous a fait nous obtenir l'arme atomique. Et c'était notre rôle était en fait de paix, d'empêcher les guerres entre les différents pays. Or, depuis, comme tu viens de parler de l'Ukraine, l'Ukraine, on n'a rien à y voir. Ils ne font pas partie de l'Europe déjà pour commencer, et on n'a aucun intérêt là-bas. Nous savons que l'Ukraine, sans vouloir les critiquer, parce que c'est le peuple ukrainien qui souffre terriblement en ce moment, quand on voit le nombre de morts qu'il y a là-bas, et les Russes, finalement, avaient de bonnes raisons
d'attaquer l'Ukraine parce que l'Ukraine, on oublie que la guerre n'a pas commencé en 2022, hein, elle a commencé en 2014 finalement, car l'Ukraine était en train de faire un génocide, un véritable génocide sur sa population d'origine russe. Et ben, ça a obligé Poutine à intervenir, d'autant plus que dans les années 90, lorsque l'URSS a disparu et que le mur a disparu également, il avait été convenu que jamais l'OTAN ne mettrait de base près des frontières russes. Or, on a vu que ben, l'OTAN, petit à petit, est venu se mettre au plus près de la Russie. Et bon, ben, ils avaient de bonnes raisons de se défendre. Sans être pro-Poutine, sans être anti-Ukraine. Mais je voudrais également rappeler que l'Ukraine est un pays récent, un pays neuf, qui date des années 20 en gros, hein, c'est à peu près ça. C'est un pays qui a été constitué par différentes régions. Il y a des Polonais, il y a des Roumains, et, il y a bien évidemment des Ukrainiens, il y a des Russes, des Ukro-Russes, oui, enfin j'arrive pas à dire le mot maintenant. Et la moitié de ce pays, pendant la Seconde Guerre mondiale, était pro-nazi. Hein, d'ailleurs, quand on voit que Stepan Bandera est aujourd'hui considéré comme le premier héros d'Ukraine, hein, c'est comme si aujourd'hui on mettait Goebbels ou n'importe lequel des grands nazis comme des héros de l'Allemagne, voire de la France. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne veux pas prendre trop la parole, donc je laisse à d'autres pour s'exprimer. Merci Ronald. On va tout de suite donner la parole à Sylvie. Alors Sylvie, on était ensemble hier soir, et c'était une première. J'ai été ravi de faire connaissance avec de nouvelles personnes. Il y a une belle équipe en perspective qui est en train de se mettre en place. Nous t'avons proposé de venir t'aider, puisque c'est le rôle de Reconstruisons la France, d'essayer d'aider tous les candidats et candidates au municipal. Alors, on va la gagner, cette mairie, à Nice? Eh bien, écoute, déjà, on va tout faire pour. Alors, il y a une dynamique qui a été créée par le fait que, effectivement, on a bien vu comment je suis intervenue en conseil municipal et métropolitain pour dénoncer tout ce qui se faisait, comment j'ai été traitée aussi par Christian Estrosi quand j'ai fait des allusions aux vaccins et aux possibles effets secondaires. Donc tout de suite traité de complotiste et essayer de m'isoler, de dire que je ne représentais que moi, alors qu'il y avait 40 000 personnes dans les rues à Nice à ce moment-là contre le pass sanitaire. Moi, j'ai été élue dans une liste, avec une liste d'écologistes, donc c'était une liste 100% écologiste. Et par exemple, bon, avec cette crise et cette période que nous avons vécue, effectivement, je me suis un petit peu éloignée des écologistes tout en gardant l'âme écolo, puisque j'étais élevée par des instituteurs et qui m'ont inculqué cela. Donc, je suis toujours écologiste et dans ma façon de vivre, et pour plus d'autonomie. Et ça, de toute façon, la souveraineté que la ville doit avoir, que le pays doit avoir, j'essaie de l'avoir aussi un petit peu à mon niveau. Donc, mais avec les rencontres qu'on a pu faire pendant toute cette période de pandémie, effectivement, hein, donc j'ai par exemple fait connaissance de l'association Police pour la vérité, qui dénonçait le fait qu'on avait imposé aux policiers d'intervenir de mettre des contraventions sur ceux qui éventuellement voire se baigner dans la mer au mois de mars à Nice, hein, par exemple. Hein. Quelqu'un qui se baignait, ce qui était bénéfique pour sa santé, il se prenait une contravention pendant le confinement. Voilà, donc les policiers ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour défendre les lobbies pharmaceutiques, puisqu'en fait,
de ce fait, c'était un peu ça, hein, derrière, qu'il y avait derrière de sous-jacent. Et donc, j'ai également apprécié dans cette période-là, Martine Vonner, qui est intervenue en tant que députée à l'Assemblée nationale avec beaucoup de courage, et j'ai adhéré à Ensemble pour les libertés. Donc les libertés, c'est aussi dans mon ADN, liberté de choix thérapeutique notamment. Mais la liberté va aussi avec l'information, la prise de conscience, la transparence, et donc une certaine éducation. Et la transparence, c'est bien ce qui manque à la ville de Nice. Moi, j'ai dû aller déjà 2 fois, j'ai fait déjà 2 recours au tribunal administratif de Nice parce que j'avais préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs, puisqu'il y a des documents qui ne m'étaient pas donnés. Et j'ai saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui m'a donné raison. Mais ce que j'ai appris en faisant ça, c'est que même si la commission d'accès aux documents, la CADA, donc, vous donne raison, c'est pas pour autant que vous allez avoir les documents. C'est pas pour autant qu'éventuellement la collectivité sera condamnée et aura effectivement éventuellement une amende par jour où elle ne communique pas. Donc j'ai été obligée de saisir le tribunal administratif. Donc on a des institutions en France qui existent, mais leur fonctionnement n'est pas parfait encore, hein. Il est à modifier afin que tous ces fonctionnaires de la CADA servent vraiment à quelque chose. Parce que si derrière, le citoyen et l'élu comme moi doit en plus éventuellement prendre un avocat à ses frais pour saisir le tribunal administratif, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, bon, j'ai fait le recours toute seule, j'ai pas eu besoin de saisir un avocat. Mais il n'empêche que, voilà, il y a donc du côté de la ville de Nice, il y a une gabegie phénoménale puisqu'elle a investi dans de la démolition. Elle a démoli le Théâtre national, le bâtiment qui avait été construit par l'architecte Bayard, qui était un beau bâtiment, c'était une œuvre d'art en lui-même. Donc démoli le Théâtre national de Nice, menti pas respecté les conditions qu'imposait la ministre de la Culture à la conditions de substitution de démolition de ce théâtre. Donc ça n'a pas été respecté. Ensuite, démolition du Palais des Congrès, avec la deuxième salle de spectacle de France, avec une acoustique exceptionnelle. Palais des Congrès qui faisait vivre les commerçants locaux. Donc on aurait pu juste un petit peu végétaliser, mais au nom de l'écologie, alors l'écologie parfois, hein, voilà où elle mène, même si tout d'un coup, quand ça l'arrange, le maire de la ville de Nice se montre très écolo et au nom de l'écologie, il a démoli un bâtiment de 40 ans qui avait toute la technicité pour recevoir, par exemple, la conférence de l'ONU que Nice va recevoir au mois de juin, dans une structure pérenne sur le port, avec un coût encore pour ça, quoi. Donc voilà, il y a eu décision d'un seul homme, enfin a priori, moi je ne sais pas, de faire cette démolition. Les assemblées citoyennes et le fait de pratiquer la démocratie, de vouloir faire du RIC, enfin bon, tout exercice démocratique permet de sensibiliser la population, de la responsabiliser, de la sensibiliser, de la faire participer. Et ce qu'on voit par exemple aux élections à Nice, mais c'est peut-être un peu partout pareil, c'est que Estrosi, dans sa campagne, il avait annoncé qu'il allait démolir. Je pense qu'à la limite, même moi, je n'y croyais pas trop. Enfin, je ne pensais pas qu'il allait oser aller jusqu'au bout. Mais et ceux qui l'ont élu malgré ça, en fait. Parce que maintenant, beaucoup sont déçus. Mais en fait, ils élisent ceux qu'ils représentaient. Donc, c'était un bébé médecin. Mais les gens ne vont pas regarder les programmes. La problématique, c'est ça. Donc, les gens regardent plutôt les partis, le bord politique et pas vraiment le programme. Nous, ce qu'on veut faire avec l'Assemblée citoyenne, c'est déjà drainer tous les gens qui sont déçus par les partis politiques traditionnels
qui les ont déçus pendant notamment cette période de pandémie et qui ont été la plupart, qui ont fonctionné agi comme des collaborateurs. Et donc on va construire le programme ensemble. On va aller voir, on espère qu'il y aura des représentants d'un peu tout, de tout le monde, des gens, notamment essentiellement des TPE-PME, des commerces, comment faire pour redynamiser les commerces de proximité. Je suis aussi membre En Toute Franchise, l'association En Toute Franchise qui combat la grande distribution. Donc voilà, il ne faut plus qu'on ait des villes qui soient avec des tas de boutiques qui sont fermées. Et on essaiera de construire tous ensemble. Par exemple, les ZFE, c'est une hérésie, c'est une bêtise aussi. Alors, si on avait consulté la population, je pense qu'on aurait fait les choses autrement. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses à revoir. Les citoyens doivent une question. On doit redonner le pouvoir au peuple. Oui, Sylvie, une question. Hier soir, que nous avons abordée, c'est j'ai appris que Nice était la deuxième ville la plus endettée de France. Alors, le classement actuel, écoute, ouais, non, mais elle est très endettée. Et la problématique, c'est que, en fait, le président de la métropole, c'est Christian Estrosi. Le maire de la ville de Nice, c'est Christian Estrosi. Et par exemple, pour parler du palais des congrès provisoire éphémère qui est construit au port pour recevoir la conférence de l'ONU sur l'océan au mois de juin, il était initialement prévu que ce soit la ville de Nice qui supporte ce coût et il a été en fait mis sur la compétence de la métropole. Donc, ce qui m'a valu de dire en conseil métropolitain que le président de la métropole était très solidaire du maire de la ville de Nice sur ce projet-là. Donc, en fait, effectivement, il y a beaucoup de tours de passe-passe entre la ville et la métropole. Et c'est sûr que déjà, investir dans de la démolition, qui ferait ça? Quel bon père de famille ferait ça? Sans même avoir construit la structure de remplacement. Voilà. Oui, c'est incroyable. Et voilà. Et en plus, donc tu parlais de remettre en régie et de permettre à la ville de collecter des fonds grâce aux régies. En fait, il y avait la régie Acropolis, Palais des Expositions Nicaïa, et qui était excédentaire grâce à Acropolis, qui est la structure Acropolis, c'est des congrès et les spectacles. Donc, c'était excédentaire, c'était quelque chose, c'était une activité très intéressante. Et moi, j'étais allée, par exemple, chez un opticien de une rue voisine du Palais des Congrès. Je disais, bon, ben vous, en fait, vous n'étiez pas pris par la clientèle d'Acropolis. Elle m'a dit, détrompez-vous. Les femmes de médecins, enfin, quand il y avait les congrès des médecins, quand ils oubliaient des lunettes de soleil, ben, ils venaient acheter des lunettes de soleil, pas à petit prix, dans sa boutique. Donc, ça contribue économiquement paupériser le commerce de Nice. Et il faut penser aussi à toutes les salles, les écoles de danse qui n'ont plus de vraies salles de spectacle pour leur gala. Voilà. Merci Sylvie. Ouais. On va revenir sur la commune de Nice. Je voudrais donner la parole à quelqu'un que vous ne voyez pas, mais qui travaille d'une manière importante. Notamment, il soutient le projet de loi des 2%. C'est Xavier. Xavier, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir Bernard. Alors Xavier, on vous donne la parole. Pourquoi vous n'apparaissez pas à visage découvert? Ah, alors, très bonne question. C'est très compliqué en ce qui me concerne, puisque j'évolue dans le monde de l'intermittence du spectacle.
Alors, pas besoin de rappeler ce qu'on nous a fait subir dans cette folie covidiste, à savoir, nous avons été mis dans la case des non essentiels. Donc ça, déjà, il fallait le trouver. On nous a interdit de travailler, sauf ceux qui acceptaient de se faire injecter. Donc, je fais partie des gens qui ont refusé de se faire injecter. J'insiste bien sur le terme. J'étais catastrophé de voir la manière dont on nous maltraitait, puisque sans culture, pas de société. Sans culture, pas de société. C'est d'une logique implacable. Alors, pourquoi moi, personnellement, j'ai rejoint Alliance du Peuple? C'est-à-dire, j'ai rejoint Alliance du Peuple par pur égoïsme, puisqu'en fait, j'ai découvert, en faisant des recherches, la capsule dite des 2%. Alors, j'entends l'intervention de Sylvie Bonaldi, là, à Nice. Alors, une première chose, il serait quand même grand temps de faire comprendre à tous ces élus, quels qu'ils soient, droite, gauche, extrême ci, extrême ça, on s'en fout, qu'il y a ce qu'on appelle vulgairement des polyvalents. Donc moi, je dis simplement une chose, c'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, puisque je suis producteur, je produis mes propres productions, je ne travaille pas avec des subventions, d'une part, donc j'ai le mérite de prendre des risques pour divertir, puisqu'en fait, moi, mon métier, c'est divertir. Hein, c'est mon métier, voilà, c'est un choix de vie. Je le changerai pour rien au monde. Alors, simplement une chose, Sylvie, voilà, ce qu'il faut imposer aujourd'hui à tous ces braves gens, c'est leur dire, voilà, aujourd'hui, il y a des polyvalents. Voilà. Le rôle d'un polyvalent, c'est de se mouiller, puisque nous, en tant que chefs d'entreprise, nous sommes tenus à rendre des comptes, et de plus en plus d'ailleurs. Alors, effectivement, on nous a interdit de travailler, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, et j'en fais partie, croyez-moi que financièrement, ça a été une période extrêmement compliquée, très délicate, très délicate. C'est-à-dire que vous faites des prières pour que votre ordinateur lâche pas, que votre… Voilà, hein, c'est un ensemble de choses hein, pour arriver à se maintenir à flot. Et en faisant une prière, hein, en allant brûler quelquefois des cierges, en se disant, mais il faut que ça s'arrête, quoi. À un moment donné, c'est pas possible. Ou alors, je quitte le pays. Je quitte le pays. Mais j'affirme haut et fort que je suis français. Je suis français. J'aime mon pays, comme beaucoup d'entre nous. J'aime la France. Alors, ceux qui ne sont pas contents, ceux qui critiquent, eh bien, écoutez, messieurs, la porte est grande ouverte. On ne veut plus de vous. On ne veut plus de vous. Alors, je vais parler rapidement de la capsule dite des 2%, parce que j'invite les gens à découvrir la capsule dite des 2%. C'est une solution qui va nous permettre d'être autonomes. C'est-à-dire que nous, chefs d'entreprise aujourd'hui, vous voyez, mon dernier projet là, qui va débuter en août. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites comme spectacle? Ça va être délicat parce que là, justement, c'est bon, voilà, c'est très délicat. Nous, dans nos métiers, actuellement, c'est très délicat et vous devez le comprendre, Bernard. C'est-à-dire que nous avons besoin de manger ou alors on fait plus rien. Je veux dire, voilà, moi, je reste dans une caverne et puis j'attends que ça se passe. Il y a 2 semaines, on a reçu des artistes qui font un spectacle et qui, malheureusement, sont obligés d'aller chez des particuliers pour faire leur spectacle parce qu'on ne leur donne pas de salle. C'est un truc de fou encore. La liberté de la France. Voilà, c'est ça, la liberté d'expression dans le pays dit des droits de l'homme. Hein. Bon, ben, je referme la parenthèse. De toute façon, c'est un ensemble de choses, on parlerait 3 heures. Donc, moi, je reviens à l'essentiel, c'est-à-dire la capsule dite des 2%. Donc, pour vous donner une idée, le projet qui est signé, hein, qui va vraiment démarrer là en août, alors c'est un autofinancement, j'insiste bien là-dessus, c'est un autofinancement. Donc, je n'ai pas le droit à l'erreur, hein, voilà, faut vraiment pas que je me loupe sur ce coup-là. Il y a une création de 7 emplois. Je dis bien, il y a une création de 7 emplois. Et quand je fais déjà mes premiers calculs là, par rapport aux charges que je vais payer, je m'arrache déjà les cheveux. Sans compter toutes les contraintes administratives. Alors, l'écologie, c'est bien gentil. Hein. Moi, personnellement, je suis parisien, alors ça m'amuse toutes ces conneries parce que je
pose juste une question, là, les ZFE, moi j'appelle ça les zones de facho, je dis bien les zones de facho écolo. Paris regorge de bateaux-mouches. Je suis parisien, d'accord? Donc là aussi, je pourrais parler avec force. J'en ai marre de toutes ces conneries. J'en ai marre de toutes ces crèmeries. Au nom de qui, de quoi? Nous savons aujourd'hui que c'est l'Europe qui décide. Nous avons sur les bras des sénateurs, des députés qui ne servent à rien. Une anecdote très rapide. Un sénateur qui a tenté de violer sa collègue. Et je n'invente rien puisque le Canard enchaîné avait fait le relais de cette affaire, entre autres, et surtout des émoluments de ce monsieur. Je dis bien les émoluments de ce monsieur, donc qui est sous le coup de la loi, hein, puisque jusqu'à preuve du contraire, pour moi, violer, c'est... Bon, bref. Alors, ce monsieur, je ne vais pas le nommer, mais il se reconnaîtra. Tenez-vous bien, Bernard. Ce monsieur est un cumulard. Sur une année d'exercice en 2024, ce monsieur a perçu l'équivalent de 141 664 € bruts. Alors, si c'était le seul, on pourrait éventuellement le neutraliser. Le problème, c'est que nous avons des gens sur les bras qui nous imposent, et d'ailleurs, et je referme très rapidement la parenthèse, les sénateurs, oui, viennent de s'augmenter une fois de plus de 700 €. J'insiste, 700 €. Démontrez-moi aujourd'hui, et j'en fais partie, déjà pour pouvoir m'augmenter ne serait-ce que de 300 € alors que je viens de créer 7 emplois. Et parmi ces emplois, il y a mon propre emploi. Donc, je dis stop. Que les Françaises et les Français se prennent en main. Nous avons les clés et nous avons une capsule dite des 2%, c'est-à-dire que nous pouvons permettre, notamment à la jeunesse française. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai croisé des jeunes lycéens. Des jeunes lycéens. Alors, ça me fait de la peine, parce que moi aussi, j'ai eu 16 ans. Moi aussi, j'ai eu 16 ans. Mais j'ai eu 16 ans dans une autre France. Dans une autre France. Où les valeurs du travail, de l'honnêteté, de l'intégrité, ça voulait dire quelque chose. Et au jour d'aujourd'hui, je me rends compte, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec le général Kossou, par votre biais, Bernard, et je vous en remercie, parce que je lui ai dit à ce monsieur, ne vous inquiétez pas, mon général. Le général de Gaulle a été condamné par contumace en son temps. Je fais partie d'une génération et j'en suis fier. J'ai été formé pour la défense de la nation. J'ai effectué mon service national. Je suis gradé de mon contingent. Mon grade, il est à la disposition de la France pour la défense de la nation, contre les traîtres. On ne va pas recommencer, Bernard. Il y a eu 70, 14, 40. La France a suffisamment contribué, de par ses enfants, à ce qu'elle est aujourd'hui. Nous devons faire avec le monde. Le monde nous regarde. Donc, à nous aujourd'hui de reprendre les clés. Nous avons une capsule dite des 2%. Imposons-la, faisons-la comprendre, parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est l'éducation nationale. C'est-à-dire que quand on parle avec des jeunes, même de 22 ans, excusez-moi Bernard, mais il y a un vrai problème. On se rend compte que souvent ce sont des bébés à 22 ans. J'ai effectué mon service militaire en 1984. J'avais 19 ans. Et croyez-moi, on nous donnait les clés pour ceux qui voulaient vraiment défendre la nation, qui avaient les valeurs de la nation, chevillés au corps, par rapport et par respect à nos aînés, qui ont contribué souvent à défendre nos valeurs. Nous sommes une nation. Nous sommes une nation. Merci Xavier. Merci. Merci Xavier de ce témoignage. On va tout de suite donner la parole à Julie. Alors Julie, c'est une jeune femme qui se bat aussi avec, on peut donner, j'espère, son prénom, avec Thierry. Voilà. Et Julie a pris la décision de rejoindre l'Alliance du Peuple. Pourquoi Julie avoir pris cette décision? Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que j'ai cotisé comme tout le monde, ça fait une des premières choses. J'ai cotisé comme tout le monde et aujourd'hui, j'ai rien. Voilà. Si Thierry n'était pas là, je serais dans ma voiture. Parce que trouver un travail aujourd'hui, même si c'est compliqué, parce que des fois, on vous fait défaut.
Le Covid, bah, je fais partie des non-vaccinés non plus, donc je sais ce que ça a été d'être, j'ai envie de dire, restreinte à beaucoup de choses. Et puis, c'est un ras-le-bol général, en fait. Je pense que la France ne mérite pas ça, et nous non plus. Tout simplement. D'accord. Il est temps qu'on reprenne notre pouvoir, quoi. Vous y croyez, Julie? Oui, parce que il y a un truc que je voudrais dire aussi, puis je sais pas si tout le monde est au courant, et je pense qu'il faut passer le message, c'est que depuis le 15 avril, on est en train de nous ramener à quelque chose de puissant et de violent en termes, on veut nous amener vers la Corée du Sud, ou même, j'ai envie de dire des sanctions. Et pour nous, en liberté, je parle. Et surtout qu'on va vers le pass numérique, et ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie, quoi. Parce qu'il va y avoir deux mondes, en fait. D'accord. Qu'est-ce que vous, en tant que jeune femme française, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce problème que nous avons aujourd'hui dans un pays comme le nôtre, pays des droits de l'homme, qui en réalité, premier pays qui taxe son peuple, on est à la tête de tous les pays sur la planète en termes de taxation. Est-ce que vous savez que nous prônons avec Reconstruisons la France cette idée générale qui est de dire que la nation doit servir son peuple et les municipalités rémunérer les habitants, l'inverse, c'est-à-dire de changer cette tendance. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte que les partis politiques vivent sur notre dos. Hein. D'ailleurs, l'affiche qui est derrière moi, marre de me faire tondre. Et donc, vous, honnêtement, en toute objectivité, avec Thierry, est-ce que vous pensez que raisonnablement, avec ce que vous avez aujourd'hui pour vivre, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez payer un loyer, vous pouvez vous nourrir. Et d'ailleurs, j'avais signalé il y a quelques semaines de ça, j'avais demandé aux Français de comparer avec le SMIC il y a 20, 30 ans en arrière, ce que vous pouviez acheter. Aujourd'hui, avec le même SMIC, ben, vous achetiez parfois 10 fois moins de produits. Vous, en tant que femme citoyenne française, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que propose Reconstruisons la France? Du CFG, les 2%. Les 2%, mais aussi la possibilité de supprimer la représentativité, de plus de présidents, de plus de députés, de plus de sénateurs, de plus de conseil constitutionnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça pour mettre, puisque c'est ce que vous souhaitez que l'on fasse, mettre une assemblée citoyenne dans votre commune? Ah, bah, complètement. Déjà, on ferait pas mal d'économies rien qu'en éliminant un peu tous ces gens-là, quoi, parce que presque 7 500 € pour 577 députés qui dorment à une assemblée, oui, ça ferait un peu d'économie pour les Français, oui, ça c'est sûr. Donc Voilà, oui, donc il n'y a pas de problème. vous êtes prête à vous engager pour justement développer ces assemblées citoyennes dans le futur, quoi. Ah oui, oui. D'accord. Il est temps que le peuple se réveille et reprenne le pouvoir. Vous y croyez à ça, au fait que les familles françaises vont commencer à comprendre qu'il y a des solutions qui existent, qui ont été fabriquées par des citoyens pour améliorer leurs conditions de vie? Vous croyez que les gens vont prendre conscience de cela ou vont continuer à toujours se référer à des partis politiques? Je suis pas sûre. Je pense qu'ils en ont ras-le-bol. Et il va falloir les convaincre parce que je pense qu'il y a tellement un ras-le-bol que c'est ça qui. Moi, je sais pas. Moi, je vais débuter, hein, je vous le dis, je sais pas où je vais, j'y vais. Mais oui, il va falloir les convaincre parce que le peu de live qu'on peut faire aussi sur TikTok pour en parler, on voit que il y a des différences de niveau. Je pense qu'Antoine pourra en parler après, mais ils ont conscience. Il y en a qui se mettent déjà en autonomie tout seuls, hein, qui prennent la décision de changer le système, c'est-à-dire de consommer autrement et différemment. Il y a des gens qui sont réveillés, d'autres pas. Et je pense qu'il va falloir qu'on ait peut-être des gens qui soient un peu réveillés, qui nous suivent et qui feront réveiller les autres, je pense. Et puis, je pense qu'il ne faut pas grand-chose, à mon avis. Oui, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je salue au passage un couple que je connais depuis pas mal de temps qui s'appelle, je les salue, Manu et Nadine. Voilà un couple qui ont pris la décision d'aller vivre en Dordogne. Ils ont acheté un terrain où il y avait une petite maison.
Ils ont 3 hectares de terre. Je crois qu'ils ont payé ça 50 000 euros. Et ils ont planté des tomates, des poivrons, des pommes de terre. Ils ont du gibier, ils ont des poules, ils ont des œufs. Et au départ, le maire, donc je tairai le nom de la commune, mais au départ, le maire de la commune les a vus arriver d'un très très mauvais œil. Mais ces gens-là, ces 2 personnes se sont intégrées au village. Et comme ils plantent, ils ont de l'eau à ne plus que faire. Eh bien, ils sont allés dans les villages et dans le village de proximité pour donner des fruits, pour donner des légumes. Et je peux vous assurer, pour donner des œufs, je peux vous assurer que beaucoup de gens du village aujourd'hui soutiennent ce couple qui a pris la décision de vivre en autarcie, de vivre autrement, de vivre de ses récoltes. Et je pense que c'est peut-être aussi quelque chose auquel les Français devraient réfléchir, d'aller repeupler toutes ces communes aujourd'hui qui se meurent, où il y a des terrains, des milliers d'hectares qui ne sont pas utilisés. En tout cas, merci Julie, on va reparler de ça tout à l'heure. Je vais inviter tout de suite un vieux de la vieille, un homme qui se bat dans l'Alliance du Peuple depuis le début, depuis le départ. C'est un homme d'exception, un homme engagé, un homme qui, en fait, est dans la famille de l'Alliance du Peuple depuis le premier jour. Et cet homme, il s'appelle Tony Curcio. Tony, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es dans l'Alliance et pourquoi tu te bats à ce point-là pour l'Alliance? Déjà, bonsoir à tous et à toutes. On se bat pourquoi? Parce que je pense que la vie, elle est devant nous. La vie, c'est ce que nous faisons. Il faut arrêter de regarder parce qu'on ne promet plus rien à la jeunesse. Et pour moi, ça ne peut pas durer. C'est pas une partie des cartes, c'est pas une partie auquel on va se libérer, on va trouver quelque chose. Tout va en empirant. Le plan se déroule à merveille. On peut y croire, on peut prier, mais je pense qu'il faut s'unir avant tout. Il faut communiquer au maximum. Et c'est ce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes nous suivent, nous posent des tas de questions très, très intéressantes, importantes et nécessaires, vu la situation. Et là, on a pu le dénoter comme sur Nice, comme sur Saint-Raphaël, et tous les mouvements que nous prenons en place, et nous cherchons à nous faire connaître. Et donc, je passerai un message, c'est que les solutions, elles existent, mais bon, il ne faut pas les garder dans les tiroirs, comme les 2%, comme Xavier l'a très bien dit, et comme nombreuses personnes souffrent en silence. C'est trop, c'est trop. Il faut vraiment qu'on sorte et qu'on se fasse connaître, parce qu'on est dissimulé, on est noyé. Sur TikTok, et bien sûr, comme sur d'autres réseaux, on est sans cesse banni pour 3 fois rien, ne serait-ce un drapeau. Ça porte vraiment un grand préjudice. On a une nation à sauver. Qu'on soit dans l'armée ou autre, on a tous un rôle à jouer. On a tous à apporter une graine, et une graine qui, elle, mérite d'être plantée dans des très belles communes, parce que les communes, la population, le bien commun, il existe. C'est à nous de le défendre. Et on parle politique, certes, mais on a besoin d'entrer dans leur camp pour se battre, parce qu'au fin de compte, dans la rue, c'est de la violence, ce n'est pas autre chose. Et donc, tous ceux qui évitent une révolution pacifique, qui serait la bienvenue, eh ben, ils nous mettent dans des beaux draps, dans une violence inévitable. Et moi, je dis que tout ça, ça peut s'éviter à travers les hommes de bonne valeur et de bonne conscience. Ayons une bonne conscience, et je pense que avec le monde actuel, on a vraiment besoin de s'éveiller, parce qu'on n'a jamais vu, comme tu l'as très bien dit, de voir des dirigeants qui malmènent leur peuple, qui malmènent tout simplement le peuple en dépossession de nos biens, de nos enfants, je peux le dire, parce que les enfants sont victimes dans tout ça. Dès qu'il y a une chose qui ne va pas, on retire les enfants, c'est inhumain. Donc, les biens, les personnes et surtout les droits, la justice manquante, vous avez très bien compris, 50 coups de couteau, ça ne se mérite pas à aucune personne.
Et donc, sortons des partis politiques. Nous avons qu'un seul berger, c'est nous-mêmes. On a toujours été très mal représentés. Alors, s'il vous plaît, sortons des partis, arrêtons la gauche, la droite. Il n'y a qu'un bon sens, c'est celui de l'unité du peuple, représenté par lui-même. C'est ce que nous mettons en place. Et j'ai pas vu d'autres groupes, d'autres collectifs aussi intéressants, aussi importants et aussi mis en valeur par l'éthique auquel on a vraiment besoin de mettre en avant, car c'est le monde qui change et nous, on veut rester du bon côté. Merci en tout cas. Merci Tony. On va tout de suite, Ronald. Oui. Tu es un homme de conviction, tu es un homme journaliste, tu es en contact avec des centaines et des centaines de personnes. Tu te bats toi aussi depuis toujours. Il nous reste pour la première partie de l'émission que 10 minutes, donc on peut déborder à 15, mais pas plus. Donc essaye de faire court, mais qu'est-ce que toi, puisque tu vas rester après dans l'émission, puisqu'on va accueillir le général Coustou, qu'est-ce que toi, au niveau de l'organisation que tu représentes aujourd'hui, tu ferais pour améliorer les conditions de vie des Français, et est-ce que tu es pour la fin de la représentativité ? Absolument, absolument. Mais je n'ai pas voulu intervenir pour ne pas interrompre et prendre la parole. Mais pour tous ceux qui viennent de s'exprimer à l'instant, je suis quelqu'un qui est positif, qui croit en l'avenir. Je vais dire une phrase en tant qu'ancien militaire. Indépendamment de nos différences, indépendamment de qui nous sommes, je m'aperçois que tous, à l'heure actuelle, on tire dans le même sens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache se fédérer, qu'on sache être ensemble, combattre l'ennemi commun, quel que soit le parti politique, quelle que soit la personnalité de la personne qui nous accompagne. Moi, en tant que militaire, j'ai mon fusil pointé dans une direction et le camarade à ma droite et à ma gauche pointe son arme dans la même direction que moi. C'est comme ça que nous devons tous ensemble. Et pourquoi je pense comme ça? Parce que, bien que je n'ai pas le temps de lire tous les commentaires qui sont sur mon site, j'ai constaté une chose, c'est que le peuple est en train de se réveiller. Notre peuple s'est endormi depuis des années. C'était trop facile de laisser les autorités faire et de subir tout simplement. Maintenant, je vais donner un autre exemple. Prenons lors de la pandémie l'histoire du masque. Les premiers masques, on n'en avait pas. Hein, puis en fait, on en a eu. On nous a demandé d'en fabriquer. Et sur les emballages des masques, et les médecins sont les premiers à le dire, le masque ne protège de rien. Il ne protège de rien. Hein, les microbes, on peut dire, les particules traversent le masque comme s'ils traversaient une autoroute. Mais seulement, à quoi il sert le masque? Eh bien, le masque, il sert à une chose, il sert à nos autorités à montrer à quel point on peut obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. Et aujourd'hui, il existe encore des personnes, mais c'est terrible, seules dans la voiture avec un masque sur le museau. Mais moi, quand je vois ça, ça me met hors de moi. Bon, je les laisse. Mais c'est triste. Et il existe des gens comme ça. Donc, c'est une manière de soumettre, en fait. Bon, on nous a dit également que le vaccin n'était pas obligatoire, mais d'une manière détournée, ils l'ont rendu obligatoire parce qu'on perdait son travail, on perdait ses revenus. Et il y a un autre problème auquel je me suis attaché et sur lequel j'ai énormément publié sur mon site, c'est l'assassinat, je prononce bien le mot, l'assassinat de nos anciens au Rivotril. Et ça a été fait, c'est un crime prémédité, tout simplement. Et il faudra bien qu'un jour, ceux qui en sont responsables rendent des comptes. Merci Ronald. On va redonner tout de suite, avant d'accueillir le général Coustou, Sylvie Bonaldi. Alors, il faut que vous sachiez que Sylvie Bonaldi, moi, c'est de très loin, je la suis depuis toujours. C'est une femme en qui j'ai une grande confiance. Elle est nature, comme un pot de yaourt. Elle est naturelle.
elle défend la population niçoise. Et je pense que ce serait bien qu'elle réussisse. Et je vous propose d'essayer de venir aider cette assemblée citoyenne qui est en train de se créer sur Nice, qui est magnifique. Hier soir, j'ai rencontré des hommes et des femmes. Je salue Jean-Claude, je salue Katia, je salue toutes les personnes qui étaient là, Nathalie, bien sûr. Et en fait, il faudrait que les gens qui vivaient sur la Côte d'Azur, et notamment à Nice, vous veniez participer à ce que Sylvie Bonaldi est en train de faire avec cette mise en place de cette assemblée citoyenne que nous soutenons de grand cœur. Sylvie, alors, cette municipalité, est-ce qu'on va arriver à mettre Estrosi dehors? Ton micro est coupé. Oui, merci. J'ai envie de réagir à ce que vient de dire M. Guillaumin tout de suite. Moi, j'ai fait le buzz. J'ai fait notamment un premier buzz quand j'étais élue. Je venais d'être élue depuis peu, je crois, et j'avais mis sur Facebook. J'avais vu un couple de médecins qui parlaient sur Facebook et qui disaient que le masque ne servait à rien. Et j'avais mis sur Facebook que le masque servait à mesurer la soumission du peuple. Voilà. Et donc, ça a fait le buzz, c'est parti même à l'international, je crois, une élue de la ville de Nice. Et là, il y avait même un ancien colistier qui n'a pas été élu, qui a dit « Oh, quand on est élu, il faut être responsable, il faut parler avec responsabilité. » Et un ancien colistier écolo, hein, lui, il n'aurait pas dit ça, évidemment, puisque voilà, hein, il n'avait pas d'esprit critique. Mais voilà, ça, entre autres, c'est un de mes faits d'armes, en fait. Ce que j'avais fait, moi, pour pallier cet effet aussi, parce que le masque pouvait faire peur aux gens. Attention, il y a un virus méchant, donc il faut tous se protéger. Et donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit dessus « Stop 5G ». Je mettais quand même le masque parfois, bon, et je mettais « Stop 5G ». Je me suis dit, si tout le monde met un message qu'ils n'ont pas envie que l'on voit, que l'on mette, ben ça peut faire qu'en fait, ils vont nous dire que le masque est inutile. Et donc, je voulais passer un message à travers ça. Donc, ça fait partie de mes faits d'armes qui font qu'il y a des gens qui veulent effectivement me suivre, essayer de faire en sorte que, notamment, quelqu'un comme moi soit réélu au conseil municipal prochain. Voilà, de là à dire qu'on prendra la municipalité, écoute, non. Mais il faudrait qu'on ait quelques élus, ça serait au moins déjà, avoir quelques élus, ça serait déjà bien. Et qu'on fasse un groupe percutant. Bon, on va essayer d'y arriver. J'ai proposé à Sylvie, d'ailleurs, il y a 2 femmes qui sont d'accord d'y participer avec Nathalie. On va essayer de taper à la porte des PME-TPE pour leur demander de venir te soutenir, de venir soutenir cette Assemblée citoyenne de Nice et pour porter, bien sûr, la solution des 2%. Je peux juste dire, tu parlais de la représentativité. Moi, je suis effectivement, on est tous, hein, je pense, pour un mandat impératif et révocable au niveau des maires, quoi. On n'a pas dit le terme, mais voilà. Tout à fait. Voilà. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure avec des groupes et en fait, on m'a posé la question, mais Bernard, comment vous envisagez pour les mairies? Nous, on pense que même les assemblées citoyennes, ce qu'il faut, c'est mettre des mandats révocables impératifs de 5 ans au maximum et qu'il y ait un renouvellement systématique pour éviter qu'il y ait des clivages, qu'il y ait des intérêts particuliers qui se mettent en place. D'ailleurs, nous disons, c'est simple, quand un nouvel élu est en place, on fait une audit de ses finances, savoir qu'est-ce qu'il a en banque et quels sont ses biens personnels. Et à la fin de son mandat, on refait la même audit. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y aura plus de malversation. Un bon état des lieux. Voilà, un état des lieux. Alors, Julie, qu'est-ce que tu comptes faire? Donc, on a pris la décision
d'aller développer à Bretignolles-sur-Mer, qui est une magnifique commune, une assemblée citoyenne. Tu vas te faire aider par Thierry. Et donc, on a mis en place une technique pour aller à la rencontre des citoyens. Et je me suis engagé de me déplacer pour venir t'aider, pour venir te soutenir. Bon, Bretignolles, je ne connais pas. Ça me fera l'occasion de connaître cette magnifique ville. Tu as vraiment confiance dans cette action que nous allons mener ensemble? Moi, oui, c'est sûr. Maintenant, c'est moi, comme je débute, moi, j'ai pas été élue, enfin, j'en ai plutôt hors politique en vrai. Donc, c'est dans les premières démarches, comment faire ou démarrer, comment voilà. Moi, on a les stratégies et tout. Maintenant, moi, ça me fait pas peur du tout. Non. Non. Non, à partir du moment où je sais où je vais ou si on a vraiment des personnes qui nous suivent, je pense que ça peut bien marcher. Après, il faut bien connaître le Bretignolles, tout ce qui est fait dessus. Enfin, voilà, il faut vraiment que j'étudie. On a des personnes très, très attentives, Julie. Il y a des personnes qui n'attendent que ça. On l'a ressenti dans les réunions. Oui. Je tiens à dire qu'il y a il y a des personnes qui nous écrivent, on peut les répondre. Et ce soir, Bernard, nous faisons un débat sur Telegram. Je ne sais Alors, pas si l'adresse de Telegram, Tony, est-ce que tu pourras nous la mettre dans le chat? On la fera défiler. Je demanderai à la régie de faire défiler. Je demanderai aussi à la régie si elle peut nous afficher le site de Profession Gendarme, que je vous conseille franchement d'aller découvrir. C'est un gros travail qui est fait par Ronald. Et ça, ce serait bien. On va lancer la publicité. Quand vous voulez, la régie, vous lancez la pub et on donnera la parole au général Cousteau. Il y a une vidéo qui était très bien, Bernard. Elle concernait Orléans. Beaucoup de personnes sont déçues de leur communauté, des communes. Et donc, on sait très bien que c'est du gaspillage et on sait très bien qu'ils travaillent que pour eux. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'insatisfaits. Et donc, on vous invite tous à nous rejoindre, à nous écrire et on vous répondra. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Si vous voulez, la régie peut... Alors, la régie, je ne sais pas si le général Cousteau est arrivé ou pas. En tout cas, il est là. Oui, eh ben, c'est magnifique. Bonsoir, mon général. Merci d'être venu dans l'émission La parole au peuple ce soir. Alors, vous savez, je parlais en début d'émission de ce cri du cœur que vous aviez lancé il y a quelque temps de cela, et ce cri du cœur qui a été que vous aviez lancé pour préserver les valeurs de notre pays, l'unité de notre pays. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes malheureusement sanctionné par notre gouvernement pour avoir, soi-disant, non pas exercé un devoir de vigilance, mais moi, je considère que ce qui vous arrive, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et on demandera d'ailleurs à notre ami Ronald ce qu'il pense de ce fameux droit de réserve qu'on vous a en fait mis en avant. Donc, ce devoir que vous avez de vous museler, c'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement veut museler nos généraux, alors que nous, depuis plus de 5 ans, nous attendons que l'armée, en fait, vienne quelque part
nous délivrer de cet envahisseur qui gère notre pays. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez et que vous fassiez comprendre à tous les Français qui nous écoutent ce soir ce qui vous est arrivé réellement. Aïe. Alors, en général, c'est à vous. Oui, je salue tous les amis de la France qui nous écoutent. Il y a une coupure là. Alors, vous m'avez demandé de m'expliquer sur ceux qui, et puis après, ça a été coupé. Ce qui vous est arrivé dernièrement, pourquoi vous avez été radié des cadres? D'accord. Bon, eh bien, vous avez évoqué le devoir de réserve, on est en plein dedans. En fait, il faut bien comprendre que, contrairement à ce que disent certains médias, au premier desquels l'agence France Presse, ce n'est pas la version officielle qui est la vraie. Alors, en 2024, en mars et mai, je me suis exprimé en répondant à certaines invitations. Je précise à ce point que je n'ai jamais demandé à être interviewé par qui que ce soit, mais quand on me pose des questions, je réponds. Voilà. Et on m'a reproché, le ministre m'a reproché d'avoir eu des paroles violentes à l'égard de la politique française étrangère, française en Ukraine, et à l'égard du président de la République. Or, c'est seulement 7 mois plus tard que j'ai été convoqué par une lettre signée par le ministre des Armées pour me présenter devant un conseil supérieur d'armée. Entre-temps, j'avais déposé plainte contre 3 ministres. Le premier de l'époque était M. Attal, celui des armées qui est M. Lecornu, et celui des affaires étrangères de l'époque était M. Lebranchu. Or, je constate que seul le général Pellizzari et moi-même avons été convoqués juste après avoir déposé plainte contre le ministre. Clairement, d'autres officiers supérieurs ou généraux s'expriment dans les médias, pas toujours favorables à la politique de nos gouvernants. Or, nous deux seuls avons été convoqués. Donc, ça a gêné et c'est politique. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous avons été convoqués par le politique et nous avons été sanctionnés par le politique, tout simplement parce que les généraux sont nommés par décret en Conseil des ministres. Alors, quand nous sommes en activité, nous sommes en première section et à ce titre, nous sommes assujettis au devoir de réserve. Quand nous ne sommes pas plus en activité, nous sommes en deuxième section, nous sommes toujours assujettis au devoir de réserve parce que nous sommes rappelables au coup de sifflet, si je peux dire, par le ministre des Armées. Sauf qu'aujourd'hui, bien entendu, c'est exceptionnel, si encore ça se produit, que nous soyons rappelés. Mais statutairement, c'est le cas. Et à ce titre, nous bénéficions de l'abattement de 10% sur notre déclaration de revenus, en quelque sorte, comme frais professionnels. Et ça, jusqu'à 67 ans. À 67 ans, nous ne sommes plus en deuxième section, mais en retraite. Et, de ce fait, nous perdons le bénéfice de l'abattement de 10% sur nos déclarations de revenus, mais aussi, nous ne sommes plus payés par le ministère des Armées, mais nous touchons une pension de retraite versée par le ministère des Finances. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans la hiérarchie militaire, nous sommes dans la retraite. Sauf que, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, notre devoir de réserve est bafoué parce que le ministre lui-même, dans la convocation qu'il m'a adressée, s'est adressé au général 2S, deuxième section, André Coustou, alors que je suis à la retraite. C'est-à-dire qu'en nous bâillonnant, ou en essayant de nous bâillonner avec cette appellation qui n'est pas légale, qui n'est pas réglementaire, en fait c'est un usage. Mais le ministre lui-même joue le jeu de cette arnaque pour essayer de nous faire taire. Voilà. Donc ce devoir de réserve, en fait, normalement n'a plus lieu. Je voudrais quand même ajouter une précision, c'est que ce devoir de réserve ne nous est pas exclusivement réservé. Les magistrats, par exemple, ils sont toujours assujettis.
Et je vous rappellerai que lors de la dernière élection présidentielle, une organisation de magistrats a appelé à ne pas voter pour un des candidats. Est-ce que vous avez entendu des réprobations, des sanctions à l'encontre des contrevenants? Non. En fait, l'armée, que l'on désigne toujours comme la grande muette, parce qu'elle fait un petit peu peur, s'entend dire taisez-vous, garde à vous, devoir de réserve. Et voilà, je suis désolé, je suis un citoyen comme les autres. Je ne vois pas pourquoi nous, militaires, ne pourrions pas nous exprimer comme tous les citoyens. Car si je ne peux pas m'exprimer en première section, ni en deuxième, ni à la retraite, quand est-ce que je pourrais m'exprimer? En plus, je constate aujourd'hui que la France est détruite. Le mot est choisi, pesé. Un certain nombre d'auteurs ont écrit des ouvrages sur le rôle de notre président à l'endroit de la France. C'est la raison pour laquelle je me suis exprimé sur un autre média pour dire que l'ennemi de la France n'est pas le président de la Fédération de Russie. Moi, je n'ai pas peur de Vladimir Poutine, mais c'est notre président qui détruit la France. Voilà. Alors, évidemment, ça ne peut pas plaire. Mais je ne vois pas pourquoi nous, militaires et généraux, ne pourrions pas nous exprimer lorsque la France est détruite, alors que nous avons consacré toute notre vie active à défendre cette France. Nous sommes des citoyens comme les autres et non pas des sous-citoyens. Donc, cet abus de pouvoir, cet abus d'autorité de la part du politique est insupportable et ce n'est pas ça qui m'empêchera de parler et de m'exprimer. Voilà, donc on nous a arnaqués et je continuerai à m'exprimer comme avant et comme demain. Et merci de m'avoir invité. Merci, Général. Je voudrais, je serais ravi d'ailleurs que vous puissiez un jour découvrir les projets que nous avons pour notre pays, pour notre beau pays. Et je voudrais juste, avant de poser une question à Ronald, est-ce que Xavier est toujours là? Non, il n'est plus là. Non, bon. Il n'est plus là. Alors, Ronald, je voudrais que tu répondes à cette préoccupation, le devoir de réserve. Est-ce que le général André Coustou doit appliquer ce devoir de réserve? Alors, ça pose plusieurs problèmes. Je suis avec le général Coustou à 100% pour tout ce qu'il vient de dire, absolument. Hein. Mais le devoir de réserve dont on parle, on a eu un ministre des Armées qui d'ailleurs a commis l'erreur de parler de droit de réserve, ce qui n'existe pas. Un devoir, je veux bien, on a des devoirs et on a tous des droits et des devoirs. Et le devoir de réserve, jusqu'à présent, est une invention parce qu'il n'est pas encadré par le législatif. Et moi, depuis le début, je me bats, je ne suis pas contre le devoir de réserve, pas du tout, bien au contraire, mais que ce devoir de réserve soit encadré. Le général Martinez, d'ailleurs c'est une publication que j'ai sur mon site aujourd'hui, qui a pris la défense du général Coustou, dit bien une chose, nous avons des officiers généraux et des officiers supérieurs que j'appelle des officiers de plateau. C'est-à-dire qu'on les retrouve sur toutes les chaînes, TF1, LCI, CNews, etc. et qui, eux, vont se permettre de donner leur opinion en ce qui concerne le conflit Russie-Ukraine. On a même eu je crois que c'est un colonel qui s'est permis d'être vulgaire vis-à-vis de M. Trump, président élu des États-Unis, et rien que par ces propos-là, il y aurait pu y avoir un gros problème entre la France et les États-Unis, car Trump aurait très bien pu écrire au président de la France en lui disant « J'ai été insulté par un tel officier, qu'est-ce que vous faites ?» Donc il y aurait pu avoir ce qu'on appelle un incident diplomatique. Or, ces officiers-là, qui vont dans le sens du gouvernement, pour quelles raisons ça les regarde, mais cela, on ne les inquiète pas. Or, il est un fait, je l'ai toujours dit, en ce qui concerne le devoir de réserve,
Si vous faites plaisir à vos chefs, on va vous applaudir. Si vous allez à l'encontre, on va vous rejeter et on va dire attention, devoir de réserve. Non. Alors, il ne faut pas confondre non plus le devoir de réserve et le secret professionnel, bien évidemment. Et tout militaire est tenu au secret, bien évidemment. Hein, même aujourd'hui, le général Coustou est toujours tenu au secret pour certaines informations dont il a eu connaissance, mais d'exprimer ce qu'il pense, mais c'est même pas un droit, c'est un devoir, à mon avis. Il doit s'exprimer. Et il est intéressant pour nous, alors moi en tant qu'ancien militaire, mais pour notre population, de savoir que nous avons des militaires qui ne laissent pas détruire la France comme elle est détruite à l'heure actuelle. Voilà. Alors, si je peux ajouter un mot, si vous permettez, pourquoi j'ai porté plainte contre ces 3 ministres, ainsi que le général Pellizzari. Et tout simplement parce qu'ils ont violé l'article 411.3 du Code pénal, selon lequel la France s'interdit de fournir des moyens militaires à une puissance étrangère en les prélevant sur notre propre armée. Or, ils en ont fourni à l'Ukraine, avec la pression, sinon l'ordre du chef de l'État. Mais est-ce qu'on est bien conscient de ce que l'on fait aujourd'hui? On aurait pu éviter cette guerre, qui a quand même fait 1 million de morts au bas mot. L'Ukraine ne s'en remettra jamais. Et en plus, on sait très bien que l'Ukraine est un carrefour de trafic en tout genre et qu'une grande partie des moyens, en particulier de l'armement qui lui est fourni, est récupéré par la mafia, et cet armement risque d'être retourné contre nos propres soldats un jour sur ce front ou sur un autre. Donc aujourd'hui, on continue d'attiser ce conflit qui de toute façon s'arrêtera parce que les 2 grands que sont les présidents des États-Unis et de la Russie ont décidé de le faire. Bon, alors on voit bien qu'on ne pèse plus grand-chose sur la scène internationale, mais notre président qui sait bien qu'il perd la main avec son propre peuple se trouve une menace extérieure. C'est absolument insupportable. J'ai moi-même, en 2024, répondu à un appel puisqu'on me demandait si je voulais bien diffuser un message pour la paix. Évidemment que j'ai diffusé un message pour la paix. Je suis officier général, je ne suis pas belliqueux. La défense, ça ne veut pas dire l'agressivité, ça veut dire se protéger. Chacun des citoyens de ce pays ferme sa porte à double tour, ferme sa voiture, préserve son bien. La France a une armée pour se défendre, mais non pas pour agresser qui que ce soit, et encore moins l'Ukraine avec qui nous n'avons rien à faire, parce que je rappelle que cette guerre, on aurait pu l'éviter. L'Ukraine ne faisait pas partie de l'Union européenne, n'en fait toujours pas partie, n'était pas dans l'OTAN, n'avait pas d'accord de défense avec nous, et nous n'avions pas d'intérêt majeur en Ukraine, comme certains intérêts américains qui possèdent environ le tiers des terres à blé ukrainiennes, le fameux Tchernosium. Donc nous n'avions rien à faire là-bas. Non, on voit que nous sommes complètement déconsidérés, que nous avons violé notre propre loi, et quand je porte plainte pour dénoncer cela, eh bien, je me retrouve sanctionné. C'est-à-dire que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, avant d'être sanctionné, dans la mesure où je le suis, c'est pour moi une 2e Légion d'honneur. C'est assez incroyable. Alors, je voulais, mon général, vous poser une petite question et en profiter aussi avec Ronald. Il y a eu, vous savez, la crise des missiles à Cuba entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et donc, ce qui serait important de savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas faire une corrélation entre ce problème des missiles de Cuba et sur le fait que les États-Unis avaient peur qu'on mette des missiles dans ce pays. Est-ce que quelque part, il n'y a pas corrélation entre ce que Poutine a
quelque sorte, a défendu le fait de ne pas vouloir qu'en Ukraine, on installe des missiles. Est-ce qu'il n'y a pas corrélation entre ces deux périodes? Est-ce qu'on ne peut pas donner justement raison à Poutine de vouloir protéger son pays, comme l'a fait les États-Unis au moment de l'Union soviétique? Oui, d'ailleurs, je rappelle qu'à l'époque, le général de Gaulle avait immédiatement pris position au profit des États-Unis, hein, car la menace était estimée réelle. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que ces deux présidents défendent leur pays et que j'aimerais bien que le nôtre en fasse autant. Alors, on lit, ou on essaie de faire dire au président russe ce qu'il ne dit pas forcément. On n'écoute pas ce qu'il dit. On apprécie la position des Russes avec notre propre vision des choses. Je rappelle quand même, c'est pas directement, c'est pas complètement sans rapport, que lors de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis n'ont pas commencé la guerre tout de suite. D'abord, ils ont financé l'armée allemande. Quand Hitler et Staline se sont un peu chamaillés, ils ont défendu et aidé l'armée soviétique. Et donc, business is business. Hein. Et au résultat, je rappelle quand même que les pertes américaines additionnées aux pertes françaises avoisinent 1 million de morts. Sauf que côté russe, c'est-à-dire soviétique à l'époque, ils ont perdu entre, selon les experts, 26 et 27 millions. C'est-à-dire que la marge d'erreur accordée aux pertes russes est à peu près équivalente aux pertes conjuguées des États-Unis et de la France. Donc, dans la mémoire collective russe, cet énorme sacrifice reste présent. Donc, on ne peut pas reprocher au président russe de défendre son pays. Je rappelle quand même que cette guerre aurait pu être évitée, puisque Vladimir Poutine a frappé à la porte de l'OTAN, il s'est vu opposer un refus de la part du président américain de l'époque, ce qui montre bien où est le pouvoir. Je rappelle également qu'après le coup d'État qui a eu lieu à Kiev quand même, hein, et puis l'affaire de l'incendie de la maison des syndicats, etc., les Américains étaient là. Maïdan, mais ensuite l'accord de Minsk. Je rappelle également que notre ancien président de la République, M. François Hollande, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la part de la Russie, car il a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de respecter les accords de Minsk. Et enfin, lorsque la Russie a commencé son opération spéciale, car tout le monde savait que les troupes ukrainiennes se massaient face au Donbass, après avoir bombardé pendant plusieurs années, depuis 2014, je crois, la partie orientale de l'Ukraine, qui était russophone, faisant plusieurs milliers de morts. Dans le mois qui a suivi, les présidents Zelensky et Poutine se parlaient. Mais c'est le Premier ministre Boris Johnson de l'époque qui s'est précipité à Kiev pour dire aux Ukrainiens « Ne faites rien, on va vous aider ». Donc cette guerre aurait pu être évitée. Et comme l'a dit, je crois, Montesquieu, le responsable d'une guerre n'est pas celui qui la déclenche, mais celui qui la rend inévitable. Alors aujourd'hui, pour en venir à l'affaire des missiles, évidemment que la Russie se protège, veut se défendre. Mais quand on regarde une carte, il faut quand même regarder une carte de géographie. D'abord, on voit que la Russie n'a pas tellement besoin de nous pour survivre. On voit aussi le nombre de bases occidentales, c'est-à-dire américaines, autour de la Russie. Et ce que les Américains n'ont pas accepté en son temps, pourquoi les Russes l'accepteraient-ils aujourd'hui? Mais voilà, c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. Eh bien oui, il faut reconnaître à la Russie. Pardon? Non, je dis c'est ça le problème, pardon? Effectivement. Le problème, c'est qu'à l'époque de Cuba, bien, on a soutenu les Américains parce que c'était anormal que la Russie vienne mettre des missiles à Cuba. Et là, pourquoi on ne défend pas l'opposition de Poutine, qui a perdu, comme vous l'avez soutenu, des millions de morts pour nous? C'est quand même assez anormal, ça, non? Vous ne trouvez pas? Absolument. Absolument. On doit reconnaître au président de la Russie
le fait qu'il défend son pays et qu'il ne bien peut sûr. pas admettre une menace trop proche. Voilà. Mais nous avons un regard complètement biaisé, nous occidentaux. Le problème, c'est qu'il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, les lignes bougent à l'échelon de la planète et que cette pseudo-volonté de contraindre le président russe ne pas aller très loin, parce que on le voit bien devant nos yeux, le président Trump et le président Poutine traitent en direct et en fait, on n'aura même pas notre mot à dire. Je pense qu'il y a un deal à un échelon qui nous dépasse. Vous savez, l'affaire du Groenland, de Panama, tout ça, ce sont des discussions, des négociations qui se font directement entre les deux pays. Donc, pour moi, c'est presque secondaire. Pourquoi? Parce que je ne crois pas à la nucléarisation de la guerre, car tout le monde serait perdant. D'ailleurs, je ne crois pas à une guerre tout court, parce qu'ils n'auront pas les moyens de la faire. Donc, en Ukraine, nous aurions intérêt à arrêter tout de suite, parce que nous ne faisons qu'attiser la continuation de cette guerre qui est dramatique pour l'Ukraine. Voilà, donc, l'affaire des missiles, pour moi, c'est de la gesticulation. Hein, et quand on parle de nucléaire, c'est de la gesticulation. Et quand notre président parle d'envoyer des troupes sur le front Est, c'est aussi de la gesticulation. Évidemment que nous avons des éléments isolés, comme tous les pays de la planète, nous avons des gens, des services de renseignement qui vont savoir ce qui se passe et renseigner leur gouvernement. Mais on ne pourra pas faire la guerre parce que nous n'avons pas les moyens. Donc les missiles. Merci mon général. Merci mon général. On est sur la fin de l'émission. On va donner le mot de la fin à Ronald. Ronald, vraiment ravi de ta présence sur La Parole au Peuple. Et je suis vraiment très, très heureux que tu sois avec nous. J'espère que tu auras l'occasion de revenir. Alors, on va te laisser le mot de la fin. Ensuite, on passera la parole au général et ensuite à Tony. Donc, pour le mot de la fin, Ronald. Oui, alors, je reviens sur ce que le général Coustou vient de dire en concernant les pertes qu'il y a eu lors de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, c'est toujours les vainqueurs qui font l'histoire, et ça on le sait. Or, ce n'est pas les Américains. C'est vrai que le débarquement en Normandie a compté pour beaucoup, mais ce ne sont pas les Américains qui nous ont libérés du nazisme, mais bel et bien l'URSS, avec ses 27 ou 28 millions de personnes décédées pour se battre contre les nazis. Il est vrai également que les Russes aujourd'hui sont des gens qui ont le sens du patriotisme, ils ont le sens de la patrie, et il serait temps qu'en France, on y revienne. Je regrette une chose, moi, c'est que le service militaire a été supprimé, car c'était une école de vie, apprendre à aimer son pays, apprendre à vivre mélanger tous les milieux, la bourgeoisie et l'ouvrier. On aurait moins de problèmes avec la délinquance si on avait un service militaire à nouveau. Et je serais pour un service militaire tel que moi je l'ai connu. Enfin, moi, je n'ai pas fait de service militaire, je me suis engagé. J'ai 35 ans d'armée. Mais à mon époque, le service militaire était de 12 mois. Je voudrais qu'on y revienne à ces 12 mois de service. Seulement, on n'en a pas les moyens. Et comme vient de dire le général Coustou, si conflit il y avait, s'il y avait une guerre, l'armée française aujourd'hui est à l'os. Au maximum, on pourrait couvrir un front de 80 km. Imaginez qu'aujourd'hui, Poutine, c'est 1500 ou 2000 km de front qu'il occupe. Nous, on aurait 80 km et on aurait en gros entre 48 heures et 72 heures de munitions. Et puis ça s'arrêterait là. Bon. Donc notre armée est franchement à l'os. Et quand on a eu le SEMA qui a démissionné lorsque Macron est arrivé, c'est bien parce que les crédits donnés à l'armée ont fondu comme neige au soleil. Et bon, je pense qu'il faut qu'on redonne à la population cette idée de patriotisme. Et écoutez, je reste confiant et je soutiens totalement le général Coustou, qu'il le sait d'ailleurs. Nous nous apprécions mutuellement. Et bon, moi je dis une chose, que tout finira par s'arranger.
Voilà. Merci Ronald. Encore une fois, n'hésitez pas d'aller visiter le site internet de Profession Gendarme. Moi, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais c'est pire que le Figaro. Hein. Il y a beaucoup d'informations. En tout cas, allez soutenir Profession Gendarme. Mon général, merci en tout cas de nous avoir d'avoir participé à cette émission. Alors, on a Sylvie Bonaldi qui, quand même, avant que vous partiez, pose une question. Est-ce qu'il y aurait des soldats français qui auraient été envoyés en Ukraine? À ma connaissance, non, parce que sinon, ça se saurait. En revanche, il peut y avoir des individus individuels, alors soit au titre personnel de mercenaires ou déserteurs, soit au titre d'instructeurs, mais pas en Ukraine, pas sur le front, d'instructeurs ou des spécialistes, mais pas d'unité constituée. Je voudrais en profiter pour dire que le patriotisme, ce n'est pas un gros mot. Je suis président d'une association qui s'appelle Pro Patria, qui a été lancée le 1er octobre dernier et qui s'efforce d'honorer la mémoire de nos anciens, mais aussi de privilégier la relation entre l'armée et la population, car l'armée est au service de la population. Donc, je recrute. S'il y en a qui veulent me rejoindre, c'est sans problème. Et je suis optimiste. J'ai entendu avant moi un certain nombre de personnes qui se sont exprimées, qui sont mécontentes de la manière dont ça se passe en France. Je suis optimiste parce que je parcours régulièrement la France. Je vois de plus en plus de mécontents et je sais que les lignes vont changer et que certains auront des comptes à rendre, car nous allons gagner. Alors, bravo, mon général. Oui, bravo, mon général. En tout cas, vous nous répétez cette organisation que vous avez créée, comment s'appelle-t-elle? Pro Patria, en sous-titre Unis pour la France. Et où est-ce qu'on vous trouve? Sur YouTube. Sur YouTube, Pro Patria. Pro Patria. Alors, écoutez, voilà. Il y a beaucoup de Pro Patria, appellations d'autres organismes. Nous, c'est Pro Patria, association patriotique unie pour la France. Ok, merci. Tony Curcio est parti. Je ne sais pas s'il nous entend. Vous pouvez. Alors, voilà, Tony. Tony, on va libérer l'antenne. Il y a un débat suite à cette émission. C'est sur quel. Donc, le lien, c'est sur l'Alliance du Peuple. Tu peux nous donner les informations, s'il te plaît? Ton micro. Tony, ton micro, s'il te plaît. Tu n'y arrives pas? Il ne doit pas entendre. Bon, alors, ok. J'ai mis le lien. Donc, allez sur, voilà, participer après l'émission au débat. C'est sur, vous allez sur Telegram, Alliance du Peuple, et dans le vidéo chat, vous aurez ce débat. Merci en tout cas, mon général. J'espère vous aussi qu'on aura l'occasion de vous retrouver. Et Ronald, tu veux dire Oui, je viens de mettre à l'instant le lien de ProPatria, https:// en un seul mot, propatria.fr. C'est l'adresse du site du général. Okay. Et on retrouve le lien sur mon site également. On va en faire la promotion, mon général, de votre groupe. Ne vous inquiétez pas. Merci à tous. Je vous dis à mardi prochain pour une prochaine émission, bien sûr. Bonne soirée. Bonsoir.